Je vais demander aux intervenants de la table ronde de bien vouloir venir rejoindre la scène, s'il vous plaît. Régis, Christiane, Monsieur Cossin, Agnès Bricard. Alors, révolution juridique pour les uns, innovation sans intérêt pour les autres, le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée fait débat. En vigueur depuis le 1er janvier 2011, il vise, en théorie, le ministre l'a rappelé, à mieux protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels. Mais sur le terrain, les avantages du patrimoine affecté ne semblent pas convaincre, pas pour le moment en tout cas, toutes ceux et toutes celles qui entreprennent en nom propre. Un scepticisme qui n'empêche pas le ministère de l'économie de garder le cap sur l'objectif de départ, 100 000 EURL d'ici la fin 2012, création et transformation d'entreprises individuelles confondues. Alors, ambition réaliste ou projet fou, pourquoi, malgré une gigantesque campagne de communication, les entrepreneurs individuels ne se précipitent-ils pas vers ce nouveau statut? Quels sont ses vrais atouts, mais aussi ses limites? Comment bien utiliser l'EIRL et dans quel cas, au pluriel, est-il vraiment utile? Pour répondre à ces questions, 4 intervenants autour de la table. Christiane Compagnie, présidente de la Fédération des centres de gestion agréés. Agnès Bricard, présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Jean-Pierre Cossin, conseiller maître à la Cour des comptes, professeur associé à l'Université Paris 12. Et Régis Lasselin, chef d'entreprise, c'est important, qui est un entrepreneur sur le plateau, représentant du collectif des adhérents à la FCGA, la voix du terrain en quelque sorte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais, à titre pédagogique, demander à Christiane Compagnie de nous rappeler brièvement le mode d'emploi de l'EIRL. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Donc, sur le terrain, en fonction des lois Dutreil, on s'était aperçu que la démarche spontanée de l'entrepreneur pour faire la déclaration d'insaisissabilité de son patrimoine était très limitée. Donc l'idée de l'EIRL, c'était de rendre plus facile au moment de l'inscription au registre des métiers ou au registre de commerce, en mettant une croix sur un statut, sauf qu'en pratique, des divers éléments d'ordre fiscaux se posent, et donc ça sera tout l'objet du débat d'aujourd'hui. Nasser. Alors peut-être Agnès Bricard, 2 mots de précision plus pratiques sur... pédagogique, parce que c'est vrai que beaucoup de gens n'y comprennent pas grand-chose, ce qui explique d'ailleurs peut-être qu'il n'y ait pas eu la ruée attendue vers ce nouveau statut. Donc je rappelle, institué par la loi du 15 juin 2010 et entré en vigueur au 1er janvier 2011. Quelles sont vraiment les grandes lignes? On entrera après dans le débat, dans le détail des choses, sur le plan juridique, fiscal, etc., notamment avec l'expertise de M. Cossin, mais les grandes lignes de l'EIRL, les mécanismes fondamentaux. Bon. Au niveau de ce qu'on a appelé cette EIRL, parce qu'on y tient, il faut quand même savoir que ça a été un combat entre la chancellerie et l'économie. En effet, la chancellerie souhaitait garder l'EURL. Et le combat, d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui dans le projet de décret qui est actuellement au Conseil d'État. En effet, quand je parle d'un combat entre la chancellerie et de l'autre côté Bercy, ça veut dire que la chancellerie, systématiquement, pendant ces mois, elle a souhaité qu'il y ait pour l'EIRL, dans la mesure où elle-même avait créé dès 1985 la loi, la chancellerie, il faut se rappeler qu'elle avait créé une loi qui lui paraissait parfaite, en 1985, qui était l'EURL. Moins de 185 000 sociétés unipersonnelles à ce jour seulement. Voilà. Ce qui n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup et en même temps, elle fonctionne bien pour ceux qui le souhaitent. C'est parce qu'il y a plusieurs structures. Donc, comme il y a un choix qui en est que 185 000, elle fonctionne pas mal du tout. Il ne faut quand même pas non plus dire qu'elle fonctionne mal. On parle d'échec relatif puisque c'est moins de 6% seulement des entreprises qui ont adopté ce statut. Le principal échec, c'est quand la chancellerie, on lui a demandé de simplifier. Exemple, de ne plus avoir de PV au niveau Assemblée Générale puisque c'était nous avec nous. Ça a été quand même très compliqué. On a réussi à obtenir le fait qu'il n'y ait plus de rapport de gestion. On a demandé également qu'il n'y ait plus de dépôt aux comptes dans la partie de ce qu'on appelle le greffe. On a demandé des simplifications. La chancellerie ne les a pas acceptées. Alors c'est vrai que c'était tentant pour l'économie. Après la loi sur la modernisation qu'on connaît au niveau de l'économie, c'était tentant de s'approprier une nouvelle loi. Et donc, à la demande, il faut être clair, des artisans qui ont beaucoup œuvré, Chambre de métier, UPA, à juste titre, parce que l'objectif quand même, il faut se rappeler qu'en partant d'une entreprise individuelle, on avait solidarité indéfinie.
Il ne faut jamais se rappeler qu'on part de quelque chose qui était à l'infini, sur une solidarité en plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand l'économie s'est appropriée cette loi sur l'EIRL, il y avait d'une part, premier grand point, je protège de façon juridique le patrimoine de l'entrepreneur individuel. Ça, c'était le premier point. Et c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal au niveau de l'économie à faire accepter à la chancellerie. Et on se souvient le nombre de fois, tous, où on a été auditionnés, je me souviens, en tous les cas, Joseph Zornotti, qui est devant moi, mon prédécesseur, par le sénateur Yest, et qui disait « Mais vous avez tout dans l'EIRL. Qu'est-ce que vous cherchez dans l'EIRL ?» Et puis de ne pas protéger les créanciers. Comment vous pouvez éviter ce point bloquant pour nous, chancellerie? Donc il faut bien repartir de l'idée que si l'économie s'approprie dans une loi cette EIRL, il y a eu systématiquement de la part de la chancellerie, évidemment, des points bloquants. Et on le voit aujourd'hui, je le traduis, c'est que dans le projet de décret qui est actuellement au Conseil d'État, qui devrait donc sortir, m'a confirmé tout à l'heure le conseiller du ministre Gaëtan Rudan, avant le 31 décembre, il y a dans les 15 jours une instruction fiscale. Elle est rédigée, pour la première fois j'ai demandé, est-ce que vous l'avez rédigée concomitamment ? Pour que quand ça sortira du Conseil d'État, l'instruction fiscale sorte automatiquement. Il m'a dit oui. Et dans cette instruction fiscale, la déclaration qu'on va faire d'affectation... Est-ce qu'on peut y revenir de manière pratique? Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle qui ne sont pas des experts comptables ni des spécialistes. Est-ce que vous pouvez rappeler, c'était ma question de départ, comment ça marche le IRL et la notion fondamentale, la déclaration d'affectation? Non, mais justement, j'en suis à la déclaration. Voilà. Comment ça marche? De manière pédagogique. Pour on fait une protection juridique. On fait une protection juridique, partons de là. Pour protéger juridiquement, on fait une déclaration d'affectation. Et cette déclaration d'affectation, on a mis plus d'1 an pour enfin faire admettre que si Bercy voulait la valeur nette comptable, que vous aurez à indiquer sur la déclaration, la chancellerie n'a jamais lâché sur la valeur vénale, ce qu'on appelle, nous, la valeur marché, ce qu'on appelle la protection des créanciers. Donc concrètement, comment ça marche? C'est de dire, je fais une protection juridique, je porte dans une déclaration qu'on a même appelée à un moment à l'identique de la déclaration ISF, je porte l'ensemble des éléments que je vais protéger sur cette déclaration, que je veux protéger, je le mets en valeur nette comptable pour Bercy pour éviter la taxation. Le grand principe, c'est qu'on ne va pas être taxé dans la neutralité fiscale dont a parlé le ministre. Et la deuxième chose, la chancellerie est arrivée et a dit « moi je veux une deuxième colonne », qui est la valeur vénale. Et la valeur vénale veut dire protection des créanciers. Donc ce n'est pas tout à fait neutre, ce combat qui a été mené pendant plus d'1 an. Et on aura un deuxième point, comment ça marche concrètement. C'est pas le plus difficile, après comment ça marchera comme toutes les autres structures. Mais là, ça ne marche pas pour le moment, puisqu'on est à 2-3 000, 6 mois après la loi. Mais il n'y a pas le décret. Oui. Ça ne peut pas marcher, une loi, s'il n'y a pas un décret et une instruction. Donc soyons clairs, il n'y en a pas qui se sont créés, hormis, on dit moins de 10 000. Mais sans décret et sans instruction fiscale. DG6 dit 2000 à juin 2011. Hein, oui, donc mais ça veut dire pas la ruée vers l'EIRL qui est. Mais c'est normal. Alors on va le séparer. Alors je terminerai là-dessus. Il y a celles qui se créent et qui peuvent se créer en EIRL. Et il y a les 2 millions de TPE aujourd'hui d'entreprises individuelles qui attendent la transformation. Et dans ce cadre-là, c'est le stock. C'est ce stock-là qu'on veut protéger. Et dans cette protection du stock, eh ben, on aura à faire cette déclaration. Je dis à mes confrères qu'à l'époque où Joseph Zornotti... Je vais vous redonner la parole, Inès Bricard. Oui, non, mais attendez, il y a juste ce point-là, je voudrais terminer sur ce point-là. Parce que notre seul problème, il sera là. Notre seul problème, il sera là. C'est de dire, une valeur nette comptable, on sait faire. Une valeur vénale, on va être obligé de poser le stylo. Et qu'à ce moment-là, il y a des réflexions à mener. Et c'est pour ça que j'en parle des 2 colonnes sur la déclaration d'affectation qui est essentielle. Et la deuxième colonne de valeur vénale, c'est pour protéger les créanciers. Si on dit ça, tout le monde a compris, on s'arrête et on reprendra tout à l'heure. Alors, on voit qu'il n'est pas évident, en tout cas, de concilier la protection du créancier, la protection du patrimoine personnel. Alors, Régis Lasselin, en tant que chef d'entreprise, je crois que vous avez quelques réactions et quelques observations constatées sur le terrain qui seraient utiles peut-être de faire remonter. D'abord, sur ce que tu as dit, c'est pas la ruée, mais en période de crise, il ne peut pas avoir de ruée vers l'or. Ça, c'est une vers l'EIRL, j'ai pas dit vers l'or. Oui, non, mais j'ai bien compris. Moi, je crois que le gros problème de l'EIRL, en effet, c'est le problème d'abord du patrimoine, parce que c'est un dogme de la chancellerie qui est tombé. Avec 2 patrimoines pour une seule personne, ça c'est
une chose de formidable. Par contre, à côté de ça, l'évaluation. On est dans le flou le plus complet. On ne sait pas qui va évaluer, on ne sait pas ce qu'il faut évaluer. On parle, je crois, d'évaluer à partir de 30 000 euros. Moi, je dis d'accord, mais pourquoi évaluer si, par exemple, un immeuble est acheté et affecté aussitôt? Il y a un prix d'achat, il n'y a pas besoin de l'évaluer. Donc, je pense qu'il faudrait se mettre autour d'une table avec des représentants des entreprises, des représentants de la profession, et pouvoir essayer d'en discuter. Le deuxième problème, bien sûr, c'est le problème de la garantie pour les banques. Moi, je dis d'accord, mais est-ce que les chiffres qui sont établis par la profession comptable ne sont pas suffisants pour donner les garanties au niveau de la valeur du patrimoine affecté, tout au moins d'une grosse partie de cette valeur. À côté de ça, il y a simplement les biens qu'on ajoute. Il y a les commissaires aux comptes qui sont les commissaires aux apports. Pourquoi ne pas assimiler? Il y a une réforme aussi, et je ne pense pas qu'elle ait été faite, sur les sociétés de personnes. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire non plus qu'une IRL est une espèce de société de personnes qui est à l'IS? Et à ce moment-là, on pourrait rapprocher les deux choses, parce que de toute façon, les entrepreneurs ne prendront les IRL que s'ils y trouvent un avantage. Ils le trouvent avec la séparation du patrimoine, ça c'est évident. Mais il ne faut pas non plus qu'ils trouvent des complications. L'obligation de déposer les comptes, par exemple, tous les ans au greffe, me paraît un peu superflu, alors que pour les grosses sociétés, on est en train de le supprimer. Alors j'estime que là, il y a quelque chose qui ne va pas. On va voir les freins tout à l'heure à travers des questions d'entrepreneurs collectées sur le terrain que je vous poserai aux uns aux autres.